En ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Comment rester serein quand tout s'effondre ». Et l'auteur, il parle du mouvement de la vie pour ne surtout pas rester immobile et pour s'en sortir. Et c'est exactement le sujet dont je traite avec André Manoukian. André Manoukian, vous le connaissez sans doute, c'est un musicien émérite, il est passé plein de fois à la télé. C'est également le créateur d'une startup qui s'appelle MatchTunes, qui est une startup dans l'IA avec de la musique, évidemment. Et en fait, avec lui, on aborde l'improvisation. Et en fait, l'improvisation, c'est vraiment ce qui permet de ne pas rester sur place. Et je crois que dans une période de trouble où on est en perte de repères, tous de manière individuelle, mais aussi collective, où on ne sait plus vraiment où on va, même quand on est très ancré, cette conversation, elle est vraiment indispensable parce que l'improvisation va l'être dans les années qui vont venir. Donc je vous souhaite une excellente écoute. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour André. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. On va parler d'un sujet qui est en ce moment un peu finalement différent parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on ne le fait pas assez, et c'est d'improviser. Finalement, on fonctionne tous plus ou moins comme des machines, c'est-à-dire qu'on a tendance à répéter les mêmes choses, et on le revoit dans beaucoup de cercles. Alors évidemment, votre sujet, c'est la musique, et on va parler de la musique prioritairement, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on peut évidemment improviser. Ce que j'aimerais comprendre, c'est, donc pour vous qui êtes musicien, et en particulier qui êtes passionné de jazz, c'est quoi le rôle de l'improvisation dans le jazz? Moi, je dirais que c'est le rôle premier dans le jazz, mais pas que dans la musique en général. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est que autrefois, dans l'apprentissage musical, il y avait l'improvisation. Mais quand je dis autrefois, je parle de Jean-Sébastien Bach, je parle de Marin Marais, celui qui jouait la viole de gambe au XVIIe siècle. À ce propos, je voudrais juste rappeler, si vous avez vu ce film, revoyez-le, Tous les matins du monde. C'est le jeune Guillaume Depardieu représente un virtuose de la viole de gambe. La viole de gambe, c'est l'ancêtre du violoncelle, si vous voulez. C'est un son assez particulier avec des cordes en sympathique, c'est magnifique. Jordi Savall est un grand, l'a réintroduit puisque la mode du baroque est revenue depuis les années 60, on va dire. Bref, l'histoire de ce film, c'est quoi? C'est un jeune garçon doué pour la musique il y a un maître de musique, il y a un maître de la viole de gambe, il va faire des kilomètres à pied, il va voyager pendant une semaine avec sa viole sur le dos pour le supplier de l'enseigner. Ce maître est joué par Jean-Pierre Mariel. Et Jean-Pierre Mariel le regarde de haut comme ça, ce gamin qui ose venir le déranger dans sa retraite. Il a un côté un peu janséniste comme ça, et puis au bout d'un moment, l'autre le supplie, et à force de conviction, il finit par, céder, Mariel, et il le regarde et lui dit « Ok, je vais t'éprouver. Sors ta viole de gambe et improvise. » Quand j'ai entendu cette réplique, à l'époque, ça m'a presque choqué. Il lui a pas dit joue, il lui a dit improvise. On est au XVIIe siècle, on est en 1650, quelque chose comme ça. Ça voulait dire que on jugeait la qualité d'un musicien à la qualité de son improvisation. Jean-Sébastien Bach improvise. L'exemple le plus fameux, c'est le roi Frédéric II, le roi de Prusse, qu'il convoque à Berlin parce que toute la musique était italienne, et il entend quand il y a un Allemand qui est génial, il le veut. Donc il supplie Bach de venir. Finalement, l'autre, il est vieux, il arrive tout fatigué. À peine arrivé, Frédéric II lui joue un thème à la flûte et lui dit « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Et il lui joue le thème le plus naze du monde. Ça fait comme ça, le thème de Frédéric II. Jusqu'ici, ça va. Et puis là... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une descente chromatique, c'est un chat qui marche sur un piano. Bach s'assied au piano forte et lui dit Majesté, comme ce thème est beau, alors qu'en vrai, il est tout pourri. Et voilà ce qu'il va en faire.
recommence. Je recommence. Bon, je fais pas exactement le texte. Bref, il va improviser une fugue à 6 voix instantanément et en disant à la fin, Majesté, ce thème est trop beau, je vais le travailler un petit peu chez moi et ça va devenir l'offrande musicale. Si on écoute l'offrande musicale, on entend ce petit thème un peu indigeste et la splendeur qu'on a fait Bach. Pour moi, c'est le plus bel exemple d'improvisation. On va aller un petit peu plus tard encore, quand Beethoven rencontre Mozart. Beethoven a 17 ans, Mozart à 30 ans, c'est une superstar et le jeune gamin, Beethoven, est présenté par un riche sponsor qui payait tous les musiciens. Donc Mozart était un peu obligé d'écouter le gamin, c'est une corvée pour lui. Beethoven a préparé son audition depuis plus de 2 mois et il joue devant Mozart et Mozart en a rien à foutre. Beethoven s'en rend compte et il dit à Mozart, jouez-moi un petit thème et j'improviserai. Alors Mozart se pique et il joue un petit thème. Et Beethoven prend le thème de Mozart. Bref, il va faire une impro pendant une demi-heure. Il va exploser le thème de Mozart. Mozart va ouvrir la porte. Il va dire à ses copains, écoutez ce nom Beethoven, le monde entier en entendra parler. Il y avait des battles d'improvisation. Mozart, il était au défi avec Clémenti. Ils étaient tous les deux derrière des clavecins. C'était le roi qui jugeait. Quand Beethoven apprend qu'il va être sourd, il se dit, le premier truc, il se dit, merde, je vais plus pouvoir faire de concours d'improvisation. C'est avec ça qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. Parce que c'était spectaculaire. Et qu'ils avaient même des défis du public qui leur disaient, jouez-moi un chagrin d'amour, jouez-moi une ode à la nature, etc. Ils balançaient des thèmes comme ça et les gens jouaient. La musique était totalement, je dirais, libre et improvisée. Mais c'est quoi le principe d'une improvisation ? C'est que vous prenez un thème, une petite cellule, et puis vous brodez, vous le développez. Quand on entend la musique de Bach, on voit des lignes qui montent, on voit des dessins. C'est une musique qui est tellement architecturale, qui est tellement, je dirais... presque qui est presque physique. On voit des lignes se courber, s'enchevêtrer. À la base de tout geste musical, il y a toujours une improvisation. Si on remonte plutôt encore le chant grégorien, qui est un chant monodique avec une seule mélodie, c'est quoi ? C'est que des psalmodies, c'est-à-dire des impros que les moines faisaient pendant des heures et des heures sur des thèmes. Donc je dirais, l'impro fait partie de la musique. Et il y a un accident qui se passe, que je qualifie, pour moi c'est l'accident le plus terrible qui puisse se passer, c'est qu'à la fin du 19e siècle, on décide, pour une raison... je ne sais pas, peut-être encore un peu obscur, de cesser d'apprendre l'improvisation. À partir du moment où les écoles de musique, on les appelait des conservatoires, on se rend juste compte d'une chose, c'est qu'il y a un répertoire avant des anciens, et que ce répertoire, il est temps de le patrimonialiser, d'aller le chercher, puisque au temps de l'improvisation, au temps de Bach, on ne joue pas la musique des morts. Quand un compositeur meurt, il est oublié complètement 5 ans après. Donc, fin 19e, c'est Mendelssohn qui va rechercher Bach, on le redécouvre, et c'est là qu'on se dit, mais quand même, il y a un répertoire de dingue derrière nous, donc il serait temps que ce répertoire, on aille le chercher, on aille le compiler, conservatoire, voilà, on va conserver ce répertoire. Les musiciens, vous n'avez plus besoin d'improviser, il y a tellement de chefs-d'œuvre à jouer, vous allez devenir des lecteurs. On enlève aux musiciens la moitié de son cerveau en faisant ça. Et il n'y a plus qu'un personnage qui va avoir le droit d'improviser, d'aller au bout, ça va être le compositeur qui va être sacralisé, qui va devenir une star. Et derrière, on sent vraiment une société pyramidale en train de se mettre en marche, quoi. C'est-à-dire une sorte de taylorisation avant la lettre. Les musiciens
apprenez, l'interprétation, parce que ça demande une technique de dingue. Mettez-vous au service du compositeur. Il y a un chef qui dirige, et puis voilà. Et notre musique va continuer à écrire de très belles pages. Mais en attendant, chaque fois que je rencontre un musicien classique sur ma route, il est frustré parce qu'il peut pas faire une impro sur Au clair de la lune. Et ça n'est pas normal. Alors que dans les autres civilisations, dans les autres cultures, en Orient, on continue à pratiquer l'improvisation depuis toujours sur des modes, sur des makams. À la fin du 19e siècle, il y a ce mouvement qui est terrible, encore une fois, où on cesse d'apprendre l'improvisation. La musique, elle aime pas qu'on l'enferme, elle traverse l'Atlantique et elle va devenir le jazz. C'est quoi le jazz? C'est la musique occidentale classique revue, explosée, déstructurée par les Africains, qui vont amener non seulement leur rythmique, mais leur manière aussi de développer un thème et de se saisir des harmonies occidentales en les en les rendant à nouveau vivantes, puisque ça va être une matière avec laquelle ils vont pouvoir jouer. Il y a un truc très important, c'est qu'on dit jouer de la musique. On dit pas lire la musique, on dit jouer. Jouer, ça veut dire qu'il y a du ludisme là-dedans, il y a un enfant qui cherche. L'enfant Mozart, à 3 ans, il tapote sur son clavecin. Son père l'engueule parce qu'il lui interdit de jouer du clavecin quand il est pas là. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre répond, je cherche les notes qui s'aiment. Il y a cet acte-là de se débarrasser un peu de tout ce qui est sacré pour avoir retrouvé un rapport simple, soit avec son instrument et pouvoir converser à nouveau. Et alors, c'est vrai que du coup, c'est une ode, ce que tu racontes, à l'anticonformisme, parce qu'en fait, on est dans une forme de conformisme enfin moi, c'est la manière dont je le ressens, mais peut-être que c'est pas la bonne manière de le ressentir. On se conforme à des manières de faire, des manières de penser, et on ne se donne plus vraiment l'autorisation d'improviser. Le jazz, c'est vraiment, enfin à mon sens, ça, c'est-à-dire cette liberté qu'on retrouve, non? Oui, moi je parlerais pas de conformisme, c'est pire que ça, parce que on peut aussi improviser de manière conformiste, puisqu'il y a des règles. La règle de l'improvisation, c'est pour improviser, il faut connaître toutes ces gammes dans tous ces modes. Donc, d'une certaine manière, il y a un conformisme, il y a un apprentissage et qui est très facile, mais qui tient sur une demi-feuille de papier. En gros, il faut connaître toutes ces tonalités. C'est pour ça que je m'insurge contre la manière dont on a d'apprendre encore la musique à des gamins, de commencer avec le solfège. C'est comme si on disait à un enfant qui vient de naître, tu n'as pas le droit de parler tant que tu ne sauras lire ou écrire. C'est complètement absurde. On est plus dans une autre, on est carrément dans autre chose qu'un conformisme. Il y a du conformisme partout, même chez des gens qui font du free jazz, d'une certaine manière. Mais là, c'est pire que ça. C'est empêcher quelqu'un d'aller finalement à la source de la musique, de se l'approprier. La musique, c'est un langage. C'est comme si on disait à un enfant, tu vas pas penser par toi-même, tu vas lire les pensées des autres. Alors évidemment qu'il faut lire les pensées des autres avant de se faire la sienne, mais quand on commence tout de suite par former un gosse en lui disant, tu sais, les mots, les pensées, les concepts, tu peux jouer avec. Moi, j'adore la définition de la philosophie par Gilles Deleuze. Il dit, un philosophe, c'est un créateur de concepts. On fabrique des outils pour essayer de comprendre le monde. Il y a presque un côté artisan et bricolage. C'est ça qu'il faut retrouver, je dirais, l'amour du bricolage. Il y a un invité sur Volant qui est aussi musicien, qui m'a dit, dans le jazz, une fausse note est une fausse note que quand la note d'après a été jouée. Parce qu'en fait, autrement, on peut pas savoir si c'est une fausse note. Alors que c'est vrai que dans cette manière que tu décris, que tu critiques, une fausse note, c'est une fausse note. Oui, on s'est planté par rapport à la note qu'avait pensé le compositeur, on l'a fait un demi-ton en dessous ou un demi-ton au-dessus et du coup ça sonne terrible. Alors que dans le jazz, on est en train d'élaborer, une pensée, une mélodie et effectivement, les notes ont un rapport avec les autres. J'aime beaucoup cette définition d'un compositeur, c'est celui qui entend la note que réclame
la note qui a été jouée avant. Je recommence. En fait, je joue une note et cette note, elle réclame celle-là, elle réclame celle-là réclame celle-là, et puis peut-être que celle-ci, elle aimerait bien celle-ci, quoi. C'est avoir les oreilles suffisamment ouvertes pour laisser je dirais, les notes s'exprimer elles-mêmes, quoi. Elles ont des demandes parce que c'est des fréquences, et être à l'écoute plutôt qu'essayer d'imposer une pensée. Et est-ce que tu ressens que dans la société, les gens se donnent plus vraiment cette autorisation de manière plus générale, ou en fait, à mon sens, quand tu as cet esprit, moi ce que j'appellerais artistique, donc de libre pensée, ou en tout cas d'improvisation, c'est quelque chose que tu réitères un peu dans tous les éléments de ta vie, sans doute. Est-ce que tu as la sensation que les personnes auraient besoin de plus se libérer par rapport à alors moi j'appelle ça conformisme, j'ai bien compris que ça ne te parlait pas, mais moi j'appelle ça du conformisme, à ce conformisme, ou je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais l'antithèse du free, de la liberté d'une certaine mesure. Je suis pas complètement d'accord. À partir du moment où l'improvisation s'enseigne, l'improvisation est un enseignement. Pour moi, c'est l'enseignement logique et presque antique de la musique. Ça, on a vu qu'il y avait un accident à la fin du 19e où on a transformé chez nous, en Occident en tout cas, les musiciens en lecteurs, et tout d'un coup, ils ne savent plus improviser. Mais qu'est-ce que c'est qu'une improvisation ? C'est une conversation entre deux personnes. C'est une conversation, et je dirais c'est une forme de dialectique au fond, c'est-à-dire si la conversation elle est intéressante, si les deux personnes ont été nourries auparavant j'allais dire par quoi que ce soit, par des concepts philosophiques, ok, donc là ça va voler haut, mais ça peut être aussi une conversation très simple, j'allais dire de celle que pratiquait Socrate. Socrate, il interviewait pas des prix Nobel, ça n'existait pas à l'époque. Il interviewait des gens simples, il leur demandait des trucs tout bêtes. C'est quoi la beauté pour toi ? Alors le gars il se retourne, il dit il sait pas quoi répondre. Il dit le Parthénon, c'est beau. Donc ça a été créé par les hommes. Ouais, mais regarde la mer là, c'est super beau. Ah ouais, merde. Je veux dire, ça c'est intéressant, c'est une conversation. Pour moi, ça, c'est l'essence de l'improvisation. C'est-à-dire que c'est de la curiosité, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'autre, qui est à l'écoute, et du coup, les deux vont élaborer une pensée. Socrate, s'il fait ça, même s'il est peut-être plus intelligent que le gars à qui il va poser des questions, mais il le fait avant tout par plaisir, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, parce qu'il confronte sa pensée, ses questionnements aux autres. C'est l'improvisation. Une conversation entre deux personnes, elle ne marche que si on a de l'improvisation. Sinon, c'est quoi ? C'est deux comédiens qui lisent le texte de quelqu'un d'autre. Donc, l'improvisation, on la pratique tous les jours. C'est l'art d'être à l'écoute, l'art de rebondir, l'art de se frotter à l'autre. C'est juste la définition de l'intelligence. Être en intelligence avec quelqu'un, ça veut dire être à l'écoute, le comprendre, répondre, rebondir, ne pas être d'accord, mais on est en train de fabriquer quelque chose de vivant. Il y a deux lignes comme ça qui se mettent, j'allais dire, qui sont soit en harmonie, soit en opposition, et ces deux lignes-là, comme une sorte de fréquence physique, va en induire une troisième, et cette troisième, c'est la chose qui va sortir de la rencontre, de la confrontation. Confronté, en italien, ça se dit concertare. Le concerto, c'est quoi ? Concerto pour piano et orchestre, c'est un pianiste qui va se confronter à un orchestre, ça va être des questions-réponses. Et l'art de la question-réponse, il existe dans l'homme depuis toujours. En Afrique, on appelle ça le call and response. Il y en a un qui se met au milieu et le groupe qui répond. Donc,
je dirais qu'elle fait partie, elle est consubstantielle à l'homme, l'improvisation. C'est être à l'écoute, c'est converser. Et maintenant, il y a une certaine religion, dans le judaïsme, par exemple, le texte, on l'interroge. Moi, j'étais fasciné quand j'étais gamin. Il y avait une émission qui s'appelait La Bible ouverte. Et je voyais 2 rabbins qui prenaient une ligne qui faisait 15 mots. Et sur ces 15 mots, les gars, ils étaient capables de parler pendant 1 heure. Je comprenais rien du tout, mais j'étais fasciné parce que la ligne, elle était écrite comme ça. Et Dieu dit à Abraham, si pour me prouver ton amour, sacrifie ton premier-né. La phrase, elle fait quelques mots et les gars, ils interrogent tout. Ils disent, mais qui est Dieu? C'est un personnage monstrueux pour demander une chose pareille à cet homme. L'art de la dialectique, il existe dans toutes les civilisations, il existe chez les Grecs, il existe dans le judaïsme, il existait autrefois dans l'islam, et il paraît qu'au XIIe siècle, il y a un imam qui a dit « Stop, on va arrêter maintenant de faire des commentaires », et à partir de ce moment-là, on a figé, et j'entendais un grand écrivain algérien qui s'appelle Sensal qui me disait, pour moi, peut-être que la décadence de l'islam, puisque vous en parlez aussi dans un autre podcast, c'est le jour où un imam a interdit les commentaires. Du coup, la pensée ne devient plus vivante, elle devient figée. Et même, je vais aller plus loin, j'ai parlé de Bergson qui distinguait les religions statiques des religions dynamiques. Une religion dynamique, c'est une religion qui est dans l'oralité. Donc, je vous raconte une histoire, je vous raconte un mythe, et puis ce mythe, on n'a pas l'écriture. Donc, vous allez le raconter, mais vous allez le raconter différemment. On se dit tu, je crois, dans ce podcast. Oui, donc, toi, tu le racontes, tu vas le raconter différemment. Mais ce que je t'ai dit, ça t'a touché. Donc, c'est avec tes mots à toi que tu vas raconter l'esprit de ce que je t'ai raconté, mais pas la lettre. Tu vas y rajouter quelque chose de toi. Et du coup, cette chose-là va évoluer. Et à chaque transmission, il y a quelqu'un qui va ramener quelque chose de plus où il va y avoir de la confrontation. Bref, on est dans une transmission orale, on est dans du vivant qui évolue. Et tout d'un coup, quand on est dans l'écrit, on fige, on écrit dans le marbre et ça devient statique. Et à partir de là, ça va devenir dogmatique. Et il y a des gens qui disent « Oh les gars, c'est pas ce qui est écrit. Attention, celui qui déroge, il va être puni. » Donc, il y a d'une certaine manière, on va figer les choses. Et hélas, les 3 monothéismes sont un peu rigides de ce côté-là, sauf, encore une fois, chez les Juifs qui, eux, continuent à discuter, même je regardais un doc sur Arte où ils allaient interviewer des gens ultra-orthodoxes qui enseignaient et le prof, il lui disait, c'est quoi pour vous un bon étudiant? Et le prof, il dit, pour moi, un bon étudiant, c'est quelqu'un qui questionne. Et dans le questionnement, finalement, il y a la démarche scientifique. Donc, même dans quelque chose de dogmatique, qui est posé avec un présupposé, Dieu existe, c'est lui qui a créé l'homme en 6 jours, etc. Il y a ce truc de dire, à l'intérieur de ça, je vais questionner, je vais regarder le truc, je vais le tourner à l'envers, je vais essayer pour que chacun finalement soit libre d'improviser un petit peu. Je parle souvent de religion parce que ça fait aussi partie de la musique, parce que la musique, elle a été très influencée, elle a été toujours coincée un petit peu entre les religieux qui essayent de la canaliser parce que c'est une énergie un peu wouh, et puis la musique profane qui est une musique de fête et de joie. Mais alors, dans ce que tu décris, il y a plein de choses qui me sont venues, dont Sartre, tu sais, je sais pas si tu connais Sartre avec le garçon de café, qui dit qu'en fait, il joue un rôle de genre de garçon de café, que finalement, on porte tous des masques, et quand il enfile son habit de garçon de café, il devient garçon de café comme un éboueur, comme un banquier, comme je sais pas quelle profession, et donc du coup, il n'est plus dans l'improvisation, il joue un rôle finalement. Dans sa fonction. La question qui me vient comme ça, c'est comment on fait pour cultiver sa curiosité. Parce qu'en fait, ce que tu décris finalement, c'est que pour improviser, d'abord, il faut avoir une culture extrêmement forte. Enfin, une culture, en tout cas, un commun de culture entre 2 personnes s'il s'agit de discuter. Mais pour la musique, il faut avoir un background assez fort. Comment on fait pour cultiver après cette curiosité finalement ? Comment toi, par exemple, tu fais, alors que ce soit dans la musique ou par ailleurs, pour cultiver cette curiosité et toujours aller chercher ailleurs, sortir du cadre, en fait, quelque part ? Moi, je pense que
la définition d'un musicien, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Tu peux pas. Alors, il y a quelque chose qu'on connaît, qu'on a tous connu il y a pas longtemps, qui s'appelle le confinement. Le confinement, c'est dans la nature de l'apprentissage. Moi, quand j'ai voulu apprendre l'improvisation, je me suis retrouvé enfermé c'était dans un petit KGB parce que j'étais à la Berklee School of Music. J'étais obligé d'aller là-bas pour apprendre les règles. Et on m'a dit, bah voilà, il faut que tu connaisses toutes tes gammes dans toutes les tonalités. Mais les gammes, nous, on en a 7. On a 7 modes. Ça, c'est le mode de Do. Ça, c'est le mode de Ré. Ça, c'est le... Ouais, ça, c'est le mode de Mi. Non, le mode de Mi, comment il fait? Voilà, c'est ça. Ça, c'est le mode de Mi. Ça, c'est le mode de Fa. Ça, c'est le mode de Sol. Ça, c'est le mode de La. Et ça, c'est le mode de Si. Ces 7 manières, il faut les apprendre dans toutes les tonalités. Ça, c'était en Do. Maintenant, il faut que je le fasse en Do dièse. Et puis le deuxième. Et puis le troisième. Etc. Bref, c'est un boulot de dingue, un boulot de solitaire, un boulot où parfois on est désespéré parce qu'on peut aller être à l'aise dans une tonalité. Ou puis sur le piano, c'est plus facile d'être en do parce que il y a aucune il y a pas les notes noires qui viennent emmerder. Mais donc ça, tout d'un coup, on se retrouve presque avec un vertige. Donc il faut avoir la discipline d'annoncer ces putains de gammes. Et jusqu'au jour où je fais souvent une analogie avec la montagne parce que voilà, je tiens ça de mon père qui m'a enseigné la musique, la philosophie et la montagne. Quand tu fais une marche d'approche, quand tu es un gamin et que tu l'emmènes faire une randonnée, il dit mais pourquoi on marche, il y a des voitures, mais c'est parce qu'on va là-haut. Mais il y a un téléphérique qui va là-haut, pourquoi on prend pas le téléphérique? Parce que tu verras, c'est plus joli par où on passe et tout, mais tu verras quand on arrivera là-haut, ce sera très beau. Alors on tient le gamin comme ça jusqu'à ce qu'il arrive en haut, et en haut il dit ah ouais, ok, c'était beau, je comprends. Et en fait, le gamin, il a gagné quand il a plus besoin de questionner pour dire où on va, et quand il va prendre du plaisir tout en bas à mettre un pied devant l'autre. Et c'est pareil pour un musicien, quand on commence à prendre du plaisir à faire ses gammes, parce que tout d'un coup on s'aperçoit que c'est ce qui va nous rendre libres, et puis qu'on a tout d'un coup une vision, on y va, et ce jour-là on est sauvé. Il faut faire un skieur qui fait du freeride, avant il s'est bouffé du piquet pour avoir une technique de fou, parce que si tout d'un coup il arrive et puis qu'il y a une crevasse qui s'ouvre devant lui, il faut qu'il ait la technique pour pouvoir l'éviter, pour pouvoir la sauter. Bref, il y a beaucoup de techniques à avoir avant d'être un improvisateur digne de ce nom, qui a gagné la liberté. Et nous, dans la musique, dans le jazz, on dit, quand un mec il a le niveau et qui peut jouer avec n'importe qui, du coup, on dit t'as le passeport. T'as le passeport, ça veut dire tu peux voyager. Voyager, ça veut pas forcément dire aller à l'étranger, mais tu peux aller jouer avec n'importe quel musicien. Tu vas avoir suffisamment d'oreilles pour entendre ce qu'il fait, et pour pouvoir lui répondre et pour pouvoir lui parler sans partition aucune. Ce que tu décris, ça me fait penser, alors je sais peut-être à tort, mais ça me fait penser à Picasso, qui, en fait, quand tu regardes ses tableaux, ceux qui sont les plus connus, tu as l'impression que c'est un gamin qui a dessiné, enfin, tu te dis ça, et en fait, quand tu t'intéresses à ses travaux, les premiers, en fait, tu te rends compte qu'il a une maîtrise du dessin qui est hallucinante, en fait. Il avait la maîtrise de la peinture figurative avant de se lancer dans l'abstrait et avant de déstructurer, etc. Ouais, oui. Après, il y a des gens qui ont fait de l'abstrait ou du cubisme sans avoir sa technique forcément, mais je veux dire, celui qui a montré le chemin, on va dire que c'est lui, et effectivement, il s'est appuyé. C'est-à-dire qu'il faut avoir digéré toute la tradition pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et là, ça va avoir du sens. C'est la différence entre un artiste et un artisan, finalement. Tous les deux, on va apprendre une technique. Et puis, à un moment donné, l'artiste, il va être en rupture avec ce qu'il a appris en disant « Je veux m'inscrire, moi, maintenant, là-dedans. » C'est-à-dire, il y a un geste un peu caractériel. Je veux tuer le père. Je veux sortir du truc. En Extrême-Orient, on n'a pas cette culture-là parce que il y a moins d'ego. Qui suis-je, moi, pour changer un geste
qui date depuis des siècles. Il y a toujours la même manière de faire le Bouddha, et le gars qui va changer, c'est waouh, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train presque d'insulter la divinité, ça se fait pas, quoi. Dans tous les pays où il y a le culte des ancêtres qui sont très très forts comme ça, je veux dire, moi je suis là pour perpétuer ce geste, et moi à mon tour je l'apprendrai, et est-ce que ce geste est plus fort que nous, et il nous survivra, et il maintient notre civilisation. En Occident, c'est tout le contraire, que des caractériels. Michel-Ange, j'emmerde mon prof, je veux faire comme je veux faire. Chaque génération, pratiquement, il y a un gars qui a appris la technique et ensuite qui va être en rupture, qui veut s'inscrire lui. Donc ça participe d'abord d'un truc un peu égotique, on va dire. Je dis caractériel pour forcer un peu le trait, mais c'est... Et du coup, ça porte un mot qui vient du latin générer. Générer, c'est inventer quelque chose. Donc, du coup, c'est l'étymologie du mot génie. Un génie, c'est quelqu'un qui invente une nouvelle technique. Picasso, il a appris les beaux-arts d'une manière extrêmement classique. Il a utilisé tous les maîtres du Quattrocento, etc. Et puis, tout d'un coup, il sent que ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il va proposer de plus? Donc, il va faire un geste de rupture, et du coup c'est là qu'on va le qualifier plus tard de génie. À un moment donné, tu peux plus t'exprimer puisque tout a été dit, donc il va falloir que tu inventes une nouvelle forme pour ouvrir un nouveau champ de liberté. Et alors, si on revient aux personnes qui écoutent, en fait, ce qui est difficile dans la description que tu fais, c'est qu'il faut avoir une culture assez profonde pour pouvoir improviser. Et ça peut potentiellement décourager de se dire, mais moi, par exemple, admettons, je vais avoir des conversations, je vais peut-être pas lire tous les bouquins de philo pour pouvoir les avoir. Comment les personnes peuvent faire, finalement, pour un peu plus improviser? Déjà, se rendre compte et questionner ce que tu disais. Je crois que il y a vraiment ça, au moins questionner, c'est la base, et être à l'écoute. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Moi, je travaille aussi dans la communication, et ce que j'explique souvent, c'est la communication, c'est d'abord écouter, c'est pas parler, ce qu'on a tendance à oublier en général. Comment les personnes peuvent faire, selon toi, pour aller plus dans cette dimension d'improvisation, et ouais, comment elles peuvent faire? Et d'ailleurs, après, on parlera d'intelligence artificielle. Ça peut être intéressant d'aborder le sujet. Moi, je dirais c'est ce que tu viens de dire. Il suffit d'être à l'écoute. Il suffit de s'intéresser à ce qui est dit, quoi. Admettons que, je sais pas, moi, je dirais, j'adore la philosophie, mais je suis un amateur. Je vais te dire un truc. J'ai jamais lu un bouquin de philo jusqu'au bout. Par contre, j'aime bien discuter. Pour moi, on reste dans l'oralité. Le plaisir d'une conversation, c'est quoi? Encore une fois, c'est quelque chose qui est en train de bouger. Tout d'un coup, admettons que tu te retrouves en face de quelqu'un d'extrêmement brillant. C'est-à-dire qui est 10 fois plus cultivé que toi, que moi, etc. Mais ce qu'il dit, ça t'intéresse. Et tout d'un coup, ça va résonner en toi. Et puis tu vas lui poser une question. Tu vas lui dire, mais alors, tu vas le nourrir. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que l'échange est inégal. Il y en a un qui est plein de savoir comme ça et qui te le donne. Et toi, t'es un misérable vermisseau qui est en train d'essayer de te nourrir à peu près, d'essayer de piger et tout ça. Mais sauf que le grand savant, il a besoin du vermisseau parce que le vermisseau, tout d'un coup, s'il est un peu à l'écoute et un tout petit peu malin, il va lui poser une question qui va l'interroger et qui peut même le déstabiliser. Moi, ce que j'adore, en ce moment, je regarde des conférences sur Internet. Du coup, je me suis libéré de la dictature des séries Oh là là, c'était terrible. La dernière que je me suis tapée, c'était Billions. Je pense que j'en avais besoin parce que je suis dans une start-up et du coup, ça me donnait le courage. Axelrod, yes, my man et tout. Du coup, après, je faisais des meetings et je me prenais pour lui. Mais ça aussi, ça fait partie de l'improvisation. Qu'est-ce qu'il y a dans l'improvisation? Il y a une forme de mimétisme. Le mimétisme, c'est choper quelque chose de quelqu'un, une énergie qui te fascine et puis tout d'un coup, tu te dis, putain, je la prends, quoi, tu vois, comme une couleur que t'aimes et que tu vas te la mettre dessus. Axelrod, pour ceux qui ont regardé Billions, ça peut être un personnage horrible et tout, mais il a des bollocks, c'est un voyou, il est à Wall Street, il a pas de règles, il fonce, il a peur de rien.
putain, quelque part, ça te fout presque une leçon de pêche et tu te dis, putain, moi aussi, je vais tenir tête, je vais pas. Bref, il y a de ça aussi dans cette histoire. Maintenant, revenons à la conversation du grand philosophe et puis de celui qui ne sait ni lire ni écrire, pour caricaturer. À un moment donné, il va lui poser des questions, celui qui sait pas lire et écrire. Et tout d'un coup, le philosophe, il va dire, putain, il faut que je me fasse piger de lui. On n'a pas les mêmes références. Donc, ça va l'obliger à emprunter un autre chemin, et du coup, et tout d'un coup, il va se dire, mais oui, la nature, putain, je peux peut-être mieux me faire comprendre si je lui parle comme ça. Et grâce à l'autre, finalement, il va découvrir d'autres chemins pour atteindre les gens. Donc, s'il n'y a pas le paysan illettré qui questionne le philosophe, le savoir du philosophe, il sert à rien du tout. Il peut se, voilà. Il peut se. Ouais, c'est une belle leçon d'humilité, en fait. Bah, c'est même pas être humble. À la fin, c'est être juste curieux. Je vais pas prôner soyons humbles et tout. Non, 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 non. Et au contraire, putain, soyez ambitieux. Et le mec, il est pas plus que toi. Bon, à la fin, on est deux hommes et on est fait pareil et on a les mêmes caractéristiques physiques et tout ça. Par contre, ouais, je crois que c'est la curiosité, c'est ça qui lie tout, quoi. Être curieux, c'est questionner, c'est se demander. C'est là qu'on commence à faire marcher le cerveau. Quand j'étais petit, on m'offrait des voitures, j'adorais ça. Je voulais que des bagnoles. Mais dès que j'avais la bagnole, je la cassais. Je prenais un marteau, je la pétais pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et j'étais toujours déçu. Dedans, il y avait rien, quoi. Mais moi-même, je me demandais. Mes parents, ils se posaient des questions. Mais putain, on te fait un cadeau et tu le pètes, quoi. Bon, voilà. Après, j'ai découvert Nietzsche bien plus tard, mais... Et selon toi, comment tu fais pour continuer à improviser? Et est-ce que la philosophie, par exemple, ça t'aide à improviser? Parce que se poser des questions quand on est jeune, j'ai l'impression que c'est plus facile que quand on a une sorte de background comme toi tu peux l'avoir en musique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une telle culture. Et aussi, et c'est là où on peut revenir sur l'humilité, mais quand tout le monde te dit tu es un génie ou je sais pas, ou en tout cas tu es un musicien extrêmement doué, peu importe, ça devient de plus en plus difficile finalement de se questionner quelque part. Non, pas du tout. Un musicien digne de ce nom continue d'apprendre toute sa vie, quoi. Et le mec qui te dit, ça y est, j'ai tout pigé, les gars, tu peux être sûr que c'est un bidon, quoi. C'est un spoons, franchement. Moi, tous les matins, j'essaye, quoi. Je suis là, je trouve des nouveaux chemins où j'en trouve pas, et je suis en train de relever les autres, et j'écoute Brad Meldo et je fais putain, merde alors, l'enfoiré. Je connaissais The Art of the Trio, mais là, il a encore inventé un truc et tout ça. Ou je regarde mes partitions classiques, je relis mes Beethoven et tout ça, et puis tout d'un coup, je fais putain, mais cet accord, c'est un accord de jazz, quoi. Et du coup, je les transpose et je joue avec. C'est illimité et ça ne peut jamais s'arrêter. Donc ça veut dire qu'un musicien digne de ce nom, ou un philosophe digne de ce nom, ou un artisan qui fait un geste, et puis tout d'un coup, un mec qui fait des carrelages, et puis tout d'un coup, qui va regarder une mosaïque à Pompéi, qui va dire, putain, mais, oh les gars, mais comment il faisait? Un mec vivant, pour moi, c'est ça, quoi. On dit qu'une musique reste vivante tant qu'elle incorpore de nouveaux éléments. De la même manière, un musicien reste vivant, son art est vivant, tant qu'il incorpore des nouveaux trucs. Tout d'un coup, il entend un nouveau trait. Là, je sais pas, si je dois te parler, moi, de perso, j'ai découvert Paco de Lucia, je le connaissais bien sûr, mais je m'en foutais un petit peu. Pour moi, c'était du flamenco. Tout d'un coup, j'ai dit, mais putain, adapter du flamenco au piano, mais c'est génial, ça me donne des nouvelles perspectives. Et je suis sur 2 accords depuis 3 mois, quoi, parce que tu fais des rencontres, ça te flash. L'idée, c'est quoi? C'est simplement de transposer. Il y a un mot pour ça dans la transversalité. C'est-à-dire, tout d'un coup, putain, ça, c'est pas dans ma culture, mais si je l'essaye, moi, ça produit quelque chose de complètement différent. Ah, tiens, je prends cette gamme chinoise et puis je l'adapte. Putain, puis je m'aperçois qu'en fait, mais cette gamme chinoise, c'est la même que le blues, en fait. Donc, j'ai pas grand-chose à faire pour les mélanger, ces deux choses-là. C'est
sans fin. C'est comme, je dirais, Deleuze, encore une fois, parlait de rhizome. C'est quoi là, une pensée rhizomique? C'est des racines, tu sais, qui sont enchevêtrées. Et il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Tu peux prendre du milieu, il y a pas, c'est un réseau de champignons qui se crée sous le sol, qui nourrit les arbres. On s'aperçoit aujourd'hui que les arbres communiquent grâce à ça, entre autres. Mais moi, je suis un peu comme ça, bordélique. Je sais pas où est le début, je sais pas où est la fin, je sais pas où est le milieu, mais il y a un moment donné où je tire et ça sort dans tous les sens. C'est comme ça pour tout le monde. Il faut pas avoir peur de ça. Moi, j'ai une culture d'autodidacte et finalement, c'est assez jouissif puisque on découvre tous les jours des nouveaux trucs. Et donc, tu peux peut-être parler de la startup sur laquelle tu bosses et du rôle de l'intelligence artificielle dans la création de mélodies et aussi potentiellement dans le fait de nous forcer quelque part à improviser, non? Alors, peut-être que c'est pas la manière dont tu le vois. Moi, c'est la manière dont j'envisage. Mais... Oui. La musique porte en elle ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des algorithmes, des patterns. On emploie le mot beaucoup pattern en musique. Je sais pas, je fais une phrase. Et puis cette phrase, je vais la transposer. Et je vais la transposer encore. Et je m'aperçois qu'en transposant une phrase comme ça, en la faisant monter, j'ai une certaine dramaturgie qui se passe. Jusqu'à ce que je conclue et que je passe à une autre phrase tout d'un coup. Donc ça, pattern que je développe. C'est vraiment un truc je dirais presque de programmateur. Et de travailler avec des informaticiens, ça m'a obligé à faire des règles avec ce que j'avais envie de faire. L'idée à la base, c'était simplement de jouer la musique des prénoms. Chaque lettre correspond à une note de musique. Et puis très vite, je me suis aperçu qu'il y avait des besoins en musique. Et du coup, après, quand j'ai attaqué dans le vif du sujet de la start-up avec Philippe Guilleux notamment et des informaticiens, Yigal Cohen qui lui est... Alors, on pourrait dire que c'est presque... on est aux antipodes l'un et l'autre quand un musicien parle avec un développeur. Parce donc ce que va exiger d'un musicien, un développeur, c'est essaye de me dire avec des mots simples ce que tu es en train de faire. Donc là, il y a quelque chose de super intéressant, un petit peu comme quand un musicien donne des cours. On est obligé d'expliquer d'une manière simple un process qu'on fait instinctivement. Donc presque de revenir aux bases, d'essayer de trouver des règles communes qui font qu'une pensée va se développer. Maintenant, moi aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle, elle doit aider les musiciens, mais jamais elle se substituera à un musicien. J'aime bien dire que un robot composera une mélodie digne de ce nom le jour où il éprouvera un chagrin d'amour. Et là, on en reparlera. Pas mal. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. À quoi je veux ouvrir ou claquer la porte? Je veux claquer la porte à toutes les idées préconçues, à tout le vacarme du monde, à tous ces surcommentaires qui pètent les couilles et qui vont nous rendre fous. La définition du bruit, c'est quand il y a plein de fréquences, et il y en a tellement que ça ne fait plus, je dirais, un son, mais ça fait un bruit, ça fait une masse de fréquences dans laquelle on ne distingue plus un truc. Aujourd'hui, on est dans le bruit. Donc j'ai envie de faire un gros vlan au bruit, revenir à un son. Et à quoi j'ouvre la porte? À essayer d'être curieux de tout, et puis à me dire au fond finalement que on vit dans une époque où Internet nous a amené le meilleur et le pire. Le pire, c'est ça, c'est le bruit dont je parle, c'est lynchage, c'est une espèce de pensée de café du commerce. Mais je me dis que il faut ça parce qu'on est au début. Et le meilleur, c'est tu peux taper les meilleures conférences du monde, tu peux avoir t'as toute l'intelligence du monde qui est dans ton smartphone, dans ta poche. C'est la vision optimiste qu'avait Michel Serres. Il disait
finalement, ce truc-là, c'est une révolution. C'est la même que quand les Grecs ont inventé l'alphabet ou quand on a inventé l'imprimerie. Quand Montaigne dit « il vaut mieux une tête bien faite que bien pleine », il parle du moment où on vient d'inventer l'imprimerie, parce qu'avant l'imprimerie, les bouquins étaient tellement rares que quand on en avait un, tu l'apprenais par cœur. Parce que tu en avais très peu. Et puis après, tu le repassais, le bouquin. Donc, lui, il dit, j'ai plus besoin d'apprendre par cœur. J'ai une bibliothèque, il suffit que je sache où le bouquin est rentré. Il avait une bibliothèque dans sa tour ronde, comme ça. Et il savait où étaient les bouquins. Maintenant, nous, on sait que tout se passe dans notre poche. Il y a un truc qu'on ne sait pas, on prend le smartphone, on regarde, et on le sait tout de suite. Donc ça, c'est hyper précieux. Et Michel Serres, il allait plus loin, il disait même, ça va nous délivrer d'une certaine manière du savoir. On n'a plus besoin de s'encombrer la tête, vu qu'on a tout le savoir du monde dans la poche. Et du coup, notre cerveau, il va pouvoir aller sur une forme d'intelligence créatrice. Ça, c'est la vision optimiste. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, André. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.